Bonsoir David Kella, heureux de vous revoir parmi nous. Nous vous avions reçu il y a quelques mois pour un livre collectif qui s'appelait et qui s'appelle toujours Penser l'alternative, réponse à 15 questions qui fâchent. Vous venez de publier un nouvel ouvrage qui s'intitule La gauche peut-elle combattre le néolibéralisme? Je vais vous demander de le présenter succinctement et ensuite, si vous le voulez bien, de répondre à nos questions. Merci de cette invitation à nouveau, hein. On avait calculé tout à l'heure que c'était la cinquième fois que je présentais mes ouvrages. Merci en tout cas à la Nouvelle Action Royaliste de m'inviter à chaque fois. Vraiment, je suis très honoré. Alors, c'est vrai que c'est un ouvrage qui succède au précédent, mais le précédent, on l'a écrit à quatre. Celui-ci, même, attendez, quatre, ou cinq même. Je sais plus, oui, cinq plutôt. 5. Voilà, je ne sais même plus, vous voyez. Celui-là, je l'ai écrit tout seul et j'ai en quelque sorte dans ce livre essayé de remettre en ordre en fait des choses que j'avais déjà écrites afin de leur donner un peu de cohérence et de consistance. Et l'objet de ce livre, c'est un peu de répondre à l'impasse actuelle de la gauche. Parce qu'il faut être clair entre nous, hein, la gauche ne va pas bien dans ce pays. Alors, on peut s'en réjouir si on n'est pas de gauche, mais je pense que même si on n'est pas de gauche, on peut pas se contenter d'un débat politique aussi médiocre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui, je trouve, caractérise la situation, c'est que comme on a une gauche idéologiquement qui est très faible, qui sait pas ce qu'elle veut, je vais venir en expliquant pourquoi, eh bien, on n'a pas vraiment de débat. Et tout le drame du débat politique aujourd'hui, c'est qu'il est très centré sur des questions identitaires, la mise en avant de faits de société ou de faits divers, même les plus horribles, hein, et tout, en fait, est toujours dans l'instant et pas beaucoup dans la perspective. Là, par exemple, le budget qui vient d'être validé, c'est un budget terrible, en fait. Je veux dire, alors là aussi, on peut en parler, mais la gauche a refusé globalement de voter la censure. Enfin, une partie de la gauche a refusé de voter la censure, soi-disant pour il faut bien que la France ait un budget, mais en fait, la conséquence de ça, c'est qu'on a baissé toute l'aide à l'industrie, on a baissé les fonds pour l'enseignement supérieur et la recherche. J'en suis une victime directe, même si c'est pas, je ne veux pas pleurer sur mon sort, c'est pas moi le problème. C'est le problème, c'est que nos étudiants ne pourront plus avoir des formations, les masters vont fermer. Les conférences de recherche vont plus pouvoir se mettre, projets de recherche vont plus pouvoir se faire, et pas qu'en économie, bien sûr. C'est pas le plus important, mais dans des sciences dures, euh, l'aide à l'emploi, l'écologie, l'aide au développement, tout ça est sabré sans débat en fait. C'est-à-dire sans qu'on réfléchisse sur qu'est-ce que c'est, à quoi doit servir l'argent public. Et c'est ça qui m'attriste le plus. Voilà, pourquoi ce débat ne fonctionne pas? Bah, parce que la gauche se trouve dans une impasse, et cette impasse, de mon point de vue, elle est liée à son incapacité à résoudre la question du néolibéralisme. Alors, j'ai déjà parlé beaucoup, hein, dans pas la dernière, mais l'avant-dernière conférence, hein, quand j'ai présenté le déclin et chute du néolibéralisme, j'ai déjà expliqué ce que je pensais, enfin, ce que c'était pour moi le néolibéralisme, sachant que c'est pas non plus un anathème. C'est une doctrine très particulière, très précise, qui dit simplement que pour organiser une société efficace, eh bien, il faut laisser les marchés créer des prix, et il faut que l'État accompagne le marché dans son objectif de créer des prix, ces prix permettant à chacun d'avoir une information sur l'état du monde et permettant de gérer des incitations et donc de piloter en quelque sorte l'économie. Donc en fait, c'est une forme de d'État qui organise les marchés, qui eux-mêmes vont piloter l'économie et plus globalement la société. Cette doctrine, elle a été totalement intégrée par une partie de la gauche du Parti socialiste, parce que elle est au cœur de la construction européenne depuis les années 80. Alors là, je peux faire référence à des autres ouvrages, notamment à la fin de l'Union européenne que j'ai écrit avec Coralie Delhomme. Mais vous le savez très bien, hein, parce que vous avez déjà reçu des auteurs qui parlent de manière critique de l'Union européenne. L'Union européenne s'est transformée dans les années 80. Elle a voulu créer ce grand projet de marché unique. Et ce marché unique, en fait, c'est une forme d'organisation des mêmes règles de marché, alors qui vont s'appliquer non seulement aux marchandises, mais aussi aux services publics. Le marché européen de l'électricité, avec tous ses déboires, bien sûr, fait partie de ces réformes qui ont été menées par l'Union européenne.
aussi le marché du travail avec la concurrence des autres pays, avec les directives détachement, etc. Et puis tout ça dans un cadre de libre-échange généralisé, hein, puisqu'on a encore des accords de libre-échange qui sont signés par l'Union européenne, et on a bien sûr le principe de la libre circulation du capital qui explique, hein, pour moi, très simplement l'émergence et la prédominance aujourd'hui des paradis fiscaux. Hein, parce que si on n'avait pas de paradis fiscaux dans les années 60, c'est parce que simplement les États contrôlaient les mouvements de capitaux et faisaient en sorte que si on n'avait pas une justification claire pour transférer des millions d'euros dans un autre pays, eh bien ce transfert pouvait être bloqué par l'État. Donc tout ça est devenu interdit par l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on ne peut plus contrôler, l'État ne peut plus contrôler ni ses mouvements, ni ses flux de marchandises, ni ses flux de capitaux, ni même ses flux de travailleurs, hein, au sein de l'Union européenne, puisque n'importe qui peut venir sur le territoire travailler et en payant des cotisations sociales dans son pays d'origine. On a vu ces camionneurs, là, il y a eu un récent scandale sur des Tanzaniens, je crois, des camionneurs tanzaniens d'Afrique qui travaillent pour 700 euros par mois et qui sillonnent les routes de France dans la plus profonde illégalité. Mais comme le système permet cela, en fait, puisqu'il y a des entreprises, par exemple, chypriotes, qui peuvent recruter euh, des camionneurs d'importe quel pays sous contrat d'Irlande et qui viennent en France. C'est-à-dire que on peut avoir, par l'intermédiaire de tout un ensemble de sociétés européennes et par des règles européennes, finalement, une concurrence des travailleurs. Alors, tout ça est bien connu, mais si l'Union européenne est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à la gauche. C'est parce que le Parti socialiste a décidé, au début des années 80, de jouer le jeu de l'Europe, c'est-à-dire une politique du franc fort tout d'abord, puis élire Delors à la Commission européenne, président de la Commission européenne, qui a mis en œuvre dans ses mandats euh, une, une, cette politique-là, c'est-à-dire cette organisation néolibérale de l'Europe. Et le Parti socialiste n'a pas réussi pour l'instant à revenir sur cette transformation et il considère encore, on l'a vu avec la mort récente de Jacques Delors, que c'est une figure totémique, hein, de cette gauche-là, de cette gauche qu'on qualifie parfois de social-libérale, mais en réalité, c'est une gauche néolibérale. C'est-à-dire que c'est une gauche qui a mis en place toutes les institutions néolibérales en Europe et en France, hein, puisque bien sûr, il a fallu l'accompagner ensuite en France avec le démantèlement des services publics, la libre circulation enfin, l'organisation marchande de la plupart des services publics avec l'idée de subventionner par l'État les services d'intérêt général, mais d'organiser la marchandisation de la production de ces services publics. Tout ça, c'est la gauche qui l'a fait. La libéralisation des télécoms, la libéralisation du transport aérien, la libéralisation du fret ferroviaire, tout ça a été fait en grande partie sous la gauche. Voilà, et la gauche l'assume parfaitement. Elle ne veut pas revenir en arrière. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle la gauche ne combat pas le néolibéralisme, hein, puisque c'est ça le thème et le titre du livre, c'est que simplement elle l'a mis en place et elle y croit. Elle y croit au nom du doux commerce, hein, de cette idéologie qui fait que plus on commerce, plus on étend le marché, à la fois plus on est efficace, plus on est interdépendant et plus on peut avoir des relations pacifiques avec les autres. Et elle ne voit pas l'extrême violence de ce système. Violence parce que ça met en concurrence les États, les normes sociales et les normes écologiques. Hein. Si aujourd'hui on parle de réduire les normes écologiques, c'est à cause de cette concurrence entre les États. Et elle ne voit pas non plus, bien sûr, la violence sociale qu'il y a de mettre en concurrence les travailleurs et de permettre au capital de circuler exactement librement et d'aller là où les profits sont les plus élevés. Et puis il y a une autre gauche, cette gauche qui se voulait reprendre le flambeau de la gauche en général, qui est la gauche, on va dire, LFI, hein, Mélenchon, depuis 2017, hein, puisque c'est en 2017 que la gauche socialiste s'effondre, après le mandat calamiteux de Hollande. Et cette gauche, au départ, eh bien, elle, alors, en fait, elle a un aspect dans son programme souverainiste. Elle revendique en tout cas une forme de souverainisme en 2016-2017, au moment de la campagne électorale. Et très vite, elle va abandonner ce souverainisme au profit des luttes identitaires. Moi, ce que j'appelle ça, les luttes identitaires. Alors, en fait, concrètement, il s'agit du populisme de gauche. Alors, j'ai un chapitre dans cet ouvrage consacré à cette notion de populisme de gauche et j'essaie d'expliquer d'où ça vient. Parce qu'il y a eu des confusions là aussi par les acteurs mêmes de cette gauche LFI. En fait, toute une partie des gens ont mis derrière le populisme de gauche une forme de souverainisme, mais en fait, ce n'était pas du tout cela.
puisque ce concept vient d'une philosophe belge qui s'appelle Chantal Mouffe, et qui a publié un livre en 2018 sur le populisme des gauches, mais qui est lui-même le produit de discussions qu'elle a eues avec Jean-Luc Mélenchon, avec François Ruffin également, mais qui est aussi le fruit d'un travail qu'elle a eu dans toute sa carrière. Et en fait, quand on regarde la notion de populisme de gauche, le principe premier de cette notion, c'est de construire une nouvelle gauche qu'elle appelle post-marxiste, c'est-à-dire qui ne s'intéresse pas, qui ne met pas au cœur de son analyse et de son combat la lutte des classes, et qui va chercher à intégrer d'autres revendications sociétales, donc pas économiques ni sociales, sociétales, le féminisme, l'écologie, la liberté des peuples, les droits individuels. Ce populisme de gauche, c'est une forme d'agrégation des luttes, en fait. Et, euh, et en fait, quand on lit le livre de Chantal Mouffe et qu'on regarde ce qu'a fait Mélenchon depuis 2017, eh bien, clairement, c'est cela, c'est-à-dire rompre avec une vision classiste, c'est-à-dire défendre les ouvriers et combattre, on va dire, la bourgeoisie et le grand capital. Je caricature, mais en réalité, c'est quand même ça qui était la gauche enfin, traditionnellement pendant très longtemps s'intéresser à d'autres thèmes. Alors, les thèmes écologiques, alors on le voit dans l'abandon, enfin, le fait la revendication d'abandonner le nucléaire, hein, qui est l'un des éléments de ce nouveau Mélenchon post-2017. On le voit aussi dans l'idée de recueillir les voix des banlieues, qui va amener Mélenchon à avoir une politique qu'on peut qualifier de communautariste. Et la mise en œuvre de campagnes clivantes, mais clivantes non pas sur des questions, réellement sur des questions économiques, mais sur des questions identitaires. D'où le fait, par exemple, d'avoir été le parti de pro-Palestine à la dernière élection européenne. C'est pas pour rien que Mélenchon a mis Rima Hassan en numéro 7 sur sa liste. C'est parce qu'il voulait faire de sa liste une liste pro-palestinienne dans le cadre d'un conflit d'identité, en fait, hein, puisque en réalité, ça ne concerne pas directement la France, hein, le conflit israélo-palestinien, mais ça touche les identités des immigrés qui viennent sont de culture musulmane d'un côté, et puis bien sûr la communauté juive hein, qui reste importante. Et ça clive en fait au sein des sociétés françaises parce que justement ces ressorts identitaires sont extrêmement importants. On peut aussi identifier le thème de créolisation, hein, qui en fait est aussi un thème qui vise à répondre à l'extrême droite et au sentiment de grand remplacement. Alors, on a eu, il y a une semaine, cette sortie de Mélenchon sur le fait que, oui, il croit au grand remplacement, oui, il y a la vieille France, hein, on va dire, euh, de souche, entre guillemets. Alors, c'est terrible d'entendre Mélenchon finalement valider les thèses de l'extrême droite, mais c'est un peu ça qu'il dit, et il dit, elle va être remplacée par une nouvelle France, une France d'immigrés créolisés, avec une forme de vision de alors le problème, c'est qu'il dit jamais concrètement ce que ça signifie la créolisation. Alors il dit parfois, oui, ça veut dire que le couscous est le plat préféré des Français, mais tout ça n'est pas hyper clair. Euh, et en fait, ça vise là aussi à, quelque part, faire remonter l'extrême droite. Et en fait, moi, ce qui me dérange dans ce combat, après tout, pourquoi pas? Je veux dire, on a clairement un combat entre deux visions de la France, hein, on va dire la France de l'extrême droite. Moi, je ne me retrouve pas du tout dans ce combat, mais peu importe. Il existe, il parle des Français, mais du coup, il laisse de côté complètement la question économique. Et d'ailleurs, il n'y a plus de véritable réflexion économique à la France insoumise. Finalement, la réflexion économique, c'est taxer les riches pour redistribuer aux pauvres. Et là aussi, on a l'impression que en fait, c'est un combat identitaire, puisqu'il y a, on va finir, résumer la question économique à un problème de partage des richesses, qui est une dimension importante de l'économie, mais qui, pour moi, passe à côté du problème de fond, qui est la production. Comment on organise la production? Quel est un stratège? Comment on met en place des filières économiques qui vont aller, par exemple, vers la transition écologique, qui vont produire à nouveau, réindustrialiser le pays, qui vont chercher à contrer la violence des flux de capitaux et la quête du profit. On ne peut pas juste répondre à cette violence du néolibéralisme avec des politiques de redistribution. Il faut agir concrètement sur le système productif. Et ça, en fait, la France insoumise a totalement laissé de côté ce pan-là du programme. Donc on se retrouve avec deux gauches qui ont l'air d'être totalement opposées, mais qui en fait produisent un discours qui mène à l'impuissance.
à l'impuissance face aux forces de l'argent, comme dirait Mitterrand, c'est-à-dire au système économique qui, lui, mène sa route et produit par l'intermédiaire du marché, du marché organisé dans le cadre du néolibéralisme par l'État, c'est un marché qui vise à organiser l'allocation des ressources, et une gauche qui dit, bah, de toute façon, ces institutions, elles sont un peu nécessaires, la mondialisation, on peut pas trop lutter contre, l'Europe nous impose ses règles, donc une gauche qui va abandonner le combat contre ce néolibéralisme tout en déplorant les effets, hein. Et puis une autre gauche qui va mettre l'accent sur des questions identitaires ou sur des problèmes de redistribution et qui va plus jamais parler de souveraineté économique, de réindustrialisation, de nationalisation. J'ai été assez étonné de voir que dans le programme du NFP, il n'y avait même pas une politique quand même de nationalisation, notamment de l'industrie pharmaceutique. On a quand même l'un des plus grands scandales sanitaires qui est le Mediator. Qu'est-ce qui s'est passé judiciairement? On a condamné Servier à une amende, on a condamné les responsables, mais l'État voilà, continue d'avoir Servier qui produit ces médicaments. On a aussi ce scandale aussi sur les EHPAD, avec là aussi une entreprise qui fait énormément d'argent en utilisant, en exploitant la dépendance, qui est un marché porteur. Donc on continue de laisser la question à dépendance au marché, avec vraiment une question que, ben voilà, mort aux vaincus, si je puis dire. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas assez d'argent pour se payer l'EHPAD, ils vont aller dans des systèmes publics qui seront pas de bonne qualité. Et puis les riches, ils vont aller dans des systèmes privés qui seront très très chers, sur lesquels on fera beaucoup de profits. Bref, toutes ces questions, en fait, ça n'intéresse pas la France insoumise, et ça ne et donc elle ne cherche pas à reprendre la main véritablement sur l'économie, puisque elle est beaucoup trop occupée à développer, susciter chez les gens des ressorts identitaires qui permettent alors d'être visibles, hein, médiatiquement, mais qui, si jamais elle arrive au pouvoir, en fait, ne permettraient pas de résoudre le moindre problème des Français. Voilà, donc ce livre, c'est un peu la description de l'impasse de la gauche, des gauches, on peut dire, et une forme de description du rouleau compresseur néolibéral qui arrive derrière. Parce qu'il y a quand même beaucoup de chapitres sur les effets du néolibéralisme, hein, et sur l'échec, hein, parce qu'il y a quand même une analyse très critique de la politique de Macron, la politique de l'offre, et montrer que ça ne fonctionne pas en fait. Voilà, donc c'est un peu ça l'objet du livre. Vous avez certainement eu déjà des réactions à ce livre euh, parmi les personnes que vous visez, à la France insoumise ou au Parti socialiste. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous répondre? Euh, on parlera tout à l'heure également des écologistes, du thème de la décroissance, mais commençons par les socialistes et la France insoumise. Alors pour la France soumise, c'est pas compliqué, hein, je n'ai pas eu de réponse, hein. Ils se fichent complètement, ils n'ont pas lu le livre. Enfin, je veux dire, il faut bien comprendre que les sphères militantes, malheureusement, vivent dans leur bulle, hein, et les intellectuels critiques ne sont pas lus ni connus par les sphères militantes. Alors, j'ai eu quand même, puisque ça fait longtemps que je publie des analyses critiques sur les réseaux sociaux, et notamment sur X, et aujourd'hui sur Blue Sky, j'ai eu quand même des réactions extrêmement virulentes avant la publication du livre, hein, simplement, voilà, proposant mes analyses. Au bout d'un moment, ben voilà, j'ai fini par bloquer des gens, hein, parce on peut pas, on dire, pas s'entendre quand on vocifère, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Du côté du Parti socialiste, j'ai été invité pour présenter ce livre. Et là, il est vrai qu'il y a un peu plus de, comment dire, d'écoute constructive. Alors bien sûr, c'est pas les instances dirigeantes, hein. Olivier Faure ne m'a pas invité à présenter mon livre en Conseil national du Parti socialiste, mais des personnes un peu critiques, hein, de la ligne du PS, qui connaissaient mes travaux, m'ont invité à présenter cet ouvrage. Euh, et en réalité, la réflexion critique, elle est plus, en général assez bien reçue, parce que les militants socialistes, pour la plupart d'entre eux, sont sincères. Le problème, c'est que déconstruire l'Union européenne, aujourd'hui, ça paraît être un travail titanesque,
Donc, en fait, il en ressort plutôt une forme de sentiment de dépression, hein, pour beaucoup de militants. Et alors, j'ai pas voulu rester là-dessus, hein, parce que le dernier chapitre, peut-être qu'on en parlera, propose des solutions. J'ai cherché quand même dans le livre à ne pas rester sur la dépression, mais c'est vrai que c'est surtout ça qui, malheureusement, qui ressort lorsque je présente ce livre à des militants socialistes. Euh, Sans doute qu'ils ont aussi un peu intégré leur impuissance. Et c'est ça aussi qui explique la dépression, parce qu'en fait, je pense qu'on peut faire des choses, mais bah, il faut quand même remettre en cause tout ce qui a été fait depuis 30 ans. Donc c'est vrai que du point de vue du Parti socialiste, ça paraît un peu titanesque comme effort. Alors, on va parler un petit peu de la décroissance parce que vous consacrez un chapitre à cette question. D'abord, qu'est-ce que vous dites sur le sujet? Et ensuite, éventuellement, est-ce que il y aurait des réactions intéressantes dans les milieux écologistes, pardon. Mais alors, c'est vrai que la décroissance fait partie des thématiques sur lesquelles on a eu des débats, y compris au sein du Parti socialiste, parce que en fait, quand j'ai fait des interventions au sein invitées par des socialistes, c'est pas que des socialistes qui sont venus dans la salle, hein, c'est des écologistes. Alors, je préfère préciser ici, les écologistes ne sont pas officiellement pour la décroissance, hein. Il y a pas de projet décroissant clair. Il y a eu une proposition d'Alvin Pato, lorsqu'il y a eu, souvenez-vous, la candidature pour les primaires écologistes, hein, qui a été gagnée par Yannick Jadot, il me semble. Il y avait eu Delphine Pato qui parlait de la décroissance, mais en fait, c'était la seule sur les 5 ou 6 candidats de la primaire écologique. Mais beaucoup de gens de gauche sont assez attirés par cette approche de la décroissance. Alors, mon objectif, c'est de prendre la décroissance au sérieux. C'est-à-dire, je ne crois pas que, comment dire, qu'il faille a priori rejeter l'idée qu'on serait peut-être plus heureux collectivement si on baissait l'activité économique, hein, parce que de ça dont il s'agit, euh, et qu'on augmentait le temps libre, qu'on organisait notre société selon un principe de protection de l'environnement, après tout c'est à peu près nécessaire, et de maintien, comment dire, d'un minimum de besoins fondamentaux pour l'ensemble des gens. Le projet décroissant, en fait, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est pas un projet forcément de régression. C'est un projet qui dit contentons-nous de ce qui est nécessaire pour nos productions, gagnons en temps libre et préservons au maximum l'écologie. Donc, je ne suis pas a priori en défaveur de la décroissance. Ce qui m'agace en fait, c'est plutôt les slogans euh, qui donnent lieu à des prises de position un peu du genre comment dire, signalement de vertu, comme on dit, c'est-à-dire je suis bon, je m'intéresse, voilà, donc je me mets en sorte, en scène en quelque sorte, en montrant que je suis intéressé par la protection de l'environnement, mais en fait, derrière, je serais incapable de prendre la moindre mesure qui permettrait d'organiser concrètement des croissances. En fait, ce que j'ai essayé de montrer dans ce chapitre, c'est que dans le cadre de décroissance, actuellement, tel qu'il est proposé par les théories, c'est un peu du rêve. En fait, comment dire, c'est une philosophie euh, qui est proposée, mais qui n'a pas de contenu politique réel. Et en fait, pour essayer de comprendre ça, j'ai lu le livre de Timothée Parry. Alors, j'ai lu aussi d'autres ouvrages, mais celui-là a été le plus intéressant pour moi parce qu'il a eu un grand succès médiatique, à gauche en particulier, et pas que chez les écologistes. Et en même temps, quand on regarde les propositions concrètes qui sont derrière ça, bah, en fait, il n'y a pas grand-chose. Et même les propositions qui apparaîtraient naturelles, comme la baisse du temps de travail, ne sont pas aussi simples que ce qu'on pourrait croire. Alors, l'idée sur laquelle on va tous baisser le temps de travail et donc on va gagner en temps libre, en quelque sorte, et ça va nous rendre tous plus vertueux, ça ne fonctionne pas pour deux raisons. La première raison, c'est que si on a du temps libre, il n'est pas dit que ce temps libre, on ne le consacre pas à avoir des activités polluantes. C'est-à-dire qu'en fait, le tourisme, par exemple, est une activité polluante. Les voyages sont une activité polluante. Et le temps libre, en fait, c'est pour faire des choses. C'est pour regarder des vidéos en streaming, aller au cinéma, voyager. Et tout ça, en fait, font partie des activités polluantes. Donc, si on dit le temps libre, c'est de rien faire, alors oui, bien sûr, on produit moins. Mais en fait, jamais on ne fait rien. D'ailleurs, on a beaucoup gagné en temps libre, globalement, hein. Je veux dire, historiquement, on n'a jamais eu autant de temps libre, hein, si on compte aussi le temps de retraite.
mais même sans compter le temps de relais, dans la semaine, on a des semaines, évidemment, avec des week-ends qui sont plus longs aujourd'hui qu'il y a 100 ans, mais on fait plein de choses. Et voilà. Donc, l'idée sur laquelle, pour réduire la pollution, il faut plus de temps libre, elle n'est pas aussi évidente que ça. Puis la deuxième raison, alors ça, je l'ai pas dit dans le chapitre, hein, mais je vais essayer d'y réfléchir parce que je vais continuer d'écrire sur la décroissance, c'est que en fait, la, la- le fait de baisser le temps de travail peut avoir pour conséquence paradoxale de baisser la productivité de travail et donc de nécessiter d'augmenter le temps de travail. En fait, comme une espèce de raisonnement à rebours. En fait, l'idée sur laquelle, pour produire moins, par exemple, pour produire 50% de moins, il faut donc baisser de 50% le temps de travail, ça peut avoir des effets pervers, des effets contraires à ce qu'on pourrait penser, parce que si on produit moins de machines, par exemple, qui nous permettent d'économiser du temps de travail, alors on va devoir remplacer les machines par plus de travail, et à la fin, on va se retrouver à travailler plus. Et d'ailleurs, c'est tout le problème du développement économique, c'est-à-dire que il y a 100 ans, on travaillait plus qu'aujourd'hui, mais on travaille moins efficacement parce qu'on avait moins de machines, moins d'énergie, moins de pétrole, etc. Et en fait, il n'est pas du tout dit que la décroissance permet de réduire le temps de travail. De la même façon, la croissance a été accompagnée par une réduction de temps de travail. Donc là, il y a un problème logique, en fait, ou en tout cas une non-démonstration de la part des décroissants, qui pensent que si on baisse le temps de travail de 50%, on va baisser la production de 50%, mais ils raisonnent à toutes choses égales par ailleurs, comme si le niveau de technologie était le même. Mais le niveau de technologie ne peut pas être le même, en fait, en système décroissant. Voilà, donc l'objectif de ce chapitre, c'est de proposer des contradictions pour éviter de rester dans l'abstraction et la philosophie. Parce que l'abstraction et la philosophie, c'est très sympa, dire je veux avoir une société un peu plus durable, un peu qui va un peu moins à 100 à l'heure, qui s'occupe plus du lien social, par exemple. Il y a tout un ensemble de réflexions sur cette question dans le livre de Timothée Paris. Tout ça est très bien, on peut tout à fait y être favorable, mais le fait de passer de la société actuelle à cette société-là n'est pas du tout un truc facile, et même, je pense, en fait, qui pourrait entraîner une extrême violence, parce que en fait, on va gagner moins à travailler plus. Voilà, c'est ça, la décroissance concrète peut être l'inverse de l'imaginaire qui est porté par les auteurs décroissants. Et je veux juste mettre en garde sur ces questions-là. Alors, dans votre livre, il y a une idée qui paraît étonnante à première vue, c'est que la défense du pouvoir d'achat n'est pas une idée de gauche. Ah oui, bah oui. Alors, j'ai écrit ce chapitre en étant un peu euh, étonné de la grande manifestation qui a été organisée par l'ensemble des partis de gauche, sans vraiment réflexion, autour de la défense du pouvoir d'achat et de la lutte contre l'inaction climatique. Il y avait typiquement ces deux slogans qui étaient ensemble. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que bon, on était en 2023, quelque temps après la réélection d'Emmanuel Macron, en pleine période d'inflation. Donc là, les gens de gauche se sont dit, ah, l'inflation, c'est mal, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, ça touche le pouvoir d'achat, d'autant plus c'était une inflation qui touchait particulièrement les produits d'agricoles, donc les produits de première nécessité, hein, l'alimentation. Et donc, il est logique que la gauche défende le pouvoir d'achat. Mais le souci, c'est que, et c'est ça que j'ai voulu montrer dans ce chapitre, c'est que quand on regarde l'évolution à long terme de l'économie française, on s'aperçoit que la croissance, en fait, on revient sur cette thématique, est de plus en plus faible. C'est-à-dire qu'il y a eu une période de croissance très forte dans les années 30, dans les années 30, dans les 30 glorieuses, pardon, qui s'est terminée au milieu des années 70. Et puis après, on a eu une croissance qui a continué qui a été divisée par deux ou par trois, mais qui a continué d'exister. On est passé de 6% de croissance à 2, 2,5% de croissance par an. Et depuis 2008, en fait, on a quasiment plus de croissance. Et plus de croissance, ça a des conséquences très simples. C'est que globalement, le PIB représente l'ensemble des revenus. Donc, si on n'a plus de croissance par habitant, ça veut dire qu'on a une masse de revenus globale qui reste stable. Et en même temps, depuis 2008, donc on a globalement une masse des revenus français par habitant qui reste stable, c'est-à-dire qu'elle augmente à peu près, en fait, elle augmente un tout petit peu plus vite que le nombre d'habitants, mais quasiment rien. Donc on peut dire qu'on a une croissance zéro par habitant. Et en même temps, eh bien, il faut qu'on finance des dépenses sociales qui s'accroissent structurellement.
les dépenses de retraite augmentent, les dépenses de santé augmentent parce que la population vieillit, parce que les technologies de santé sont plus complexes. On a besoin, puisqu'on parle d'urgence climatique, on a besoin d'investir dans des transports collectifs qui soient plus efficaces. On a besoin de réorganiser l'ensemble de l'économie pour répondre à des besoins sociaux. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on augmente notre consommation collective. Euh, Augmenter la consommation collective, c'est augmenter en quelque sorte toutes ces dépenses publiques, ces dépenses sociales. Euh, et le problème, c'est que si on n'a pas de croissance des revenus, eh bien la seule façon de le faire, c'est de prélever sur la consommation privée. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est quand on est de gauche, eh bien on doit répondre à ses besoins sociaux. On doit répondre aux besoins des retraités, on doit répondre aux besoins de la santé, on doit répondre aux besoins des transports collectifs, on doit répondre, en fait, on doit mettre l'argent qu'il faut, on doit mettre de l'argent dans l'éducation, on doit mettre de l'argent dans la justice et dans la police également, hein. Je veux dire, faut pas nier aussi les problèmes d'insécurité qui peuvent exister. Et donc tout ça implique une hausse de la consommation collective. Et si on a un PIB par habitant qui ne croît plus, la seule manière d'augmenter la consommation collective, c'est de baisser la consommation marchande, la consommation individuelle, et donc de baisser le pouvoir d'achat. Et en réalité, il y a pas 10 000 solutions. Soit on est prêt à sacrifier les services publics, c'est ce que veut faire la droite, pour augmenter le pouvoir d'achat, c'est compréhensible. Hein. On réduit les dépenses publiques, on réduit les retraites, on réduit les dépenses de santé, ou on privatise en quelque sorte le système de santé, par exemple, ou on privatise le système d'enseignement supérieur. Ça, c'est le projet de droite. Et dans ce cas-là, on redonne du pouvoir d'achat, mais les gens, il faut qu'ils payent maintenant leur éducation, il faut qu'ils payent leur santé. Donc, je n'ai pas du tout dit qu'ils soient mieux qu'avant, hein, parce que le système de santé privé est en fait pas très efficace. Je ne vais pas revenir là-dedans. Mais voilà, donc ça, c'est un projet de droite. Mais du coup, bah, le projet de gauche, dans un système où le PIB par habitant ne croît plus, ne veut pas être le pouvoir d'achat. C'est le projet de la droite. Le projet de gauche doit être d'accepter une hausse des prélèvements obligatoires, une baisse donc du pouvoir d'achat pour financer les dépenses sociales qu'ils veulent protéger. Voilà, donc c'était un peu l'objet du chapitre. Et là aussi, malheureusement, alors on pourrait dire, bah, il n'y a qu'à faire la croissance, mais on vient de dire tout à l'heure que beaucoup de gens de gauche ne veulent plus de la croissance économique, donc du coup on se retrouve avec ces mêmes problèmes. Mais en réalité, le problème, qu'en fait, on ne peut pas même décider, c'est qu'on ne peut plus parvenir à décider du niveau de croissance. Et là, on revient encore sur la question, bah, comment on fait pour relancer l'activité économique dans un monde mondialisé avec des règles européennes qui nous empêchent d'agir sur notre propre économie. Et donc là aussi, il faut qu'on lutte contre le néolibéralisme. Mais même si on le faisait, on ne retrouverait pas les niveaux de croissance des années 60. Hein, et la question du où va la croissance économique, est-ce qu'elle va dans le pouvoir d'achat ou est-ce qu'on va dans les services sociaux, la consommation collective, là aussi, elle reste posée. Voilà. Donc et j'avais noté d'ailleurs que dans la plateforme de revendication de cette manifestation, il n'y avait rien sur les services publics à part les transports collectifs. C'est-à-dire qu'ils avaient même intégré le fait qu'ils acceptaient de sacrifier les services publics. Sans le dire, bien sûr, hein, mais parce que concrètement, c'est ça que ça veut dire défendre le pouvoir d'achat aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui se proclame candidate du pouvoir d'achat, c'est Marine Le Pen. Est-ce que, à votre avis, au Rassemblement national, ils ont un peu sérieusement réfléchi à la question, ou est-ce que c'est simplement un slogan pour paraître de gauche? Bah, en réalité, comme je l'ai dit, hein, c'est pas une de gauche. Donc, du coup, pour moi, ils ne paraissent pas de gauche en défendant le pouvoir d'achat. En fait, le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir du marché, hein, c'est le pouvoir de dépenser ce qu'on veut et c'est toujours dans le cadre du système privé, du système marchand. Donc, quand on aime le système marchand, on aime le pouvoir d'achat. Puis, quand on est critique vis-à-vis du pouvoir du marché, on peut pas aimer le pouvoir d'achat, hein. C'est toute la contradiction que je soulevais tout à l'heure sur la gauche. Alors, je pense que le Rassemblement national est un peu un parti attrape-tout, mais bon, je ne vais pas être très original en disant ça. Je ne crois pas qu'ils aient réfléchi à un projet réel d'augmenter le pouvoir d'achat, à part celui de la droite classique, qui est de baisser les dépenses collectives. Alors, par exemple, le grand projet du Rassemblement national, c'est de baisser les cotisations sociales, hein, des entreprises, les cotisations payées par les entreprises. Donc, ça veut dire, en fait, réformer le système social. Alors, le problème, c'est que d'un côté, ils veulent pas du tout réformer, baisser les pensions, ce qui est quand même la majorité des dépenses sociales, hein, c'est-à-dire du système de sécurité sociale. Les cotisations servent aujourd'hui à financer les retraites. Et on sait qu'ils ont voté
la censure, hein, la dernière fois, contre le gouvernement Barnier sur cette question, hein, des retraites. C'est pour ça que je pense qu'ils sont pas très conséquents, parce que du coup, qu'est-ce qui reste à baisser si on baisse les cotisations? Il reste à baisser les services publics. Alors, il y a bien dans leur projet le fait de privatiser les, l'audiovisuel public. L'audiovisuel. Voilà, mais bon, ça n'a pas rien rapporté du tout en fait. Hein, c'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et puis en plus, ça va être très compliqué à privatiser parce que personne ne veut l'acheter, parce que ça gagne pas d'argent en fait. Hein. Voilà, donc c'est un peu une proposition vaine. Après, je ne sais pas. Alors, peut-être qu'ils vont privatiser les universités, mais ça rapporterait pas non plus tant d'argent que ça en fait. Hein. Je suis pas sûr que ce serait très populaire. Peut-être. Voilà, donc en fait, ils n'ont pas de solution. Ils veulent augmenter le pouvoir d'achat en baissant les dépenses collectives, ce qui est pour le coup, il y a une certaine logique, mais ils ne disent jamais ce qu'ils vont baisser. Et en fait, ils veulent aussi augmenter les dépenses publiques sur le régalien, sur la justice, sur la police, sur l'armée, etc. Ils veulent pas baisser les retraites. Donc à la fin, moi, je ne sais pas trop comment ils vont faire. Et en fait, ils vont se retrouver face à une équation impossible comme leurs prédécesseurs. Alors, on va poursuivre le petit tour d'horizon des fausses bonnes idées. Il y en a une qui est un peu plus technique. C'est la question de la création monétaire. Euh, Ça n'a pas tellement paru dans le grand public, mais il y a un institut, l'Institut Rousseau, qui publie un certain nombre d'études approfondies et qui a trouvé une très bonne idée apparemment, c'est que la Banque centrale européenne n'a qu'à créer l'argent nécessaire à la production et à la consommation. Et comme ça, eh bien, les choses marcheront vraiment très bien. Oui. Alors, vous Alors, pulvérisez cette idée. oui, alors c'est vrai que le livre peut aussi se voir comme un catalogue des fausses bonnes idées. Euh, Oui. et alors, il y a aussi toute une partie, quand même, je le précise, qui est l'analyse critique hein, de la situation actuelle et de la politique de Macron. Hein. La moitié du livre, Bon, quasiment, c'est ça. on va y venir, Voilà. Puis la on deuxième va y moitié, venir c'est dans. les fausses bonnes idées, la décroissance, la création monétaire. Alors, c'est vrai que, en fait, c'est pas si marginal que ça comme idée, hein, puisque Mélenchon l'a reprise, puisque les communistes l'ont repris dans la campagne européenne. Ils disaient qu'il fallait financer les services publics en France par la création monétaire de la Banque centrale, hein, les milliards de la BCE pour les services publics, puisque l'Institut Rousseau, alors qui est assez proche de la France insoumise, même si bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a quand même un peu de ça. Il y a l'Institut Veblen aussi qui parle de ça. Donc voilà, donc il y a pas mal de gens qui disent il n'y a pas de problème de financement, il suffit de créer la monnaie gratuitement, une monnaie qu'ils disent sans dette, pour financer les investissements écologiques non rentables. Alors, bon, c'est vrai que là, c'est un peu plus dans l'économie hardcore, si je puis dire, mais euh, en réalité, la chose est simple. Euh, Pourquoi il n'y a pas d'argent magique? Parce que l'argent n'est pas l'économie, l'argent n'est pas de la richesse. L'argent, c'est une représentation de la richesse réelle qui, elle, est ce qu'on produit par le travail. Euh, Pourquoi l'investissement coûte cher? Et il est vrai que organiser la transition écologique nécessite de nouveaux investissements. Alors là aussi, les gens peuvent le comprendre très facilement. Décarboner l'économie, ça veut dire changer les machines. Déjà, la première machine qu'il faut changer, c'est la voiture. Il faut passer d'une voiture qui fonctionne au pétrole à une voiture qui fonctionne à l'électricité. Et on comprend bien ce que ça coûte. C'est pas une question juste qu'il faut racheter une voiture, c'est qu'en fait, on va devoir mettre à la casse des voitures qui pourraient fonctionner. C'est un peu la prime, vous savez, la prime à la casse qu'on a donnée à une époque pour inciter les ménages à acheter de nouvelles voitures. Alors, d'ailleurs, à l'époque, pour dire ça pollue moins, les nouvelles voitures sont moins polluantes que les anciennes, etc. Ce qui est vrai, hein. Par ailleurs, les voitures n'ont cessé de polluer de moins en moins. Mais là, si on devait changer l'ensemble du parc automobile, une voiture, ça dure plus de 5 ou 6 ans. Hein. Ça a une durée de vie, hein. Ça passe de main en main, c'est revendu ensuite sur le marché de l'occasion et ça re-revendu. Ça peut durer très longtemps, ça peut durer 20 ans, 30 ans, une voiture. Et donc, euh, décarboner l'économie, ça veut dire mettre à la casse des machines qui fonctionnent. Alors là, je ne parle pas que des voitures, je parle aussi des machines dans l'industrie qui peuvent avoir des durées de vie d'air bien plus longues que les voitures, et les remplacer par d'autres machines qui fonctionnent à l'électricité. Et d'une part, ça peut coûter plus cher, parce que l'électricité est parfois plus chère en fait que les moteurs thermiques.
à l'utilisation, plus cher à l'achat aussi, c'est le cas des voitures électriques, parce que les batteries coûtent très cher, euh, et, euh, et plus cher parce que on se retrouve avec du capital, c'est-à-dire des machines qu'on doit mettre à la caisse. Et en fait, ce coût-là, eh bien, il ne peut pas être résolu par création des terres. Pourquoi? Parce que si on veut financer cet investissement, concrètement, ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire qu'il faut que les travailleurs qui aujourd'hui travaillent à produire des biens de consommation, par exemple, ils vont être au restaurant et cuisiner des plats et servir des plats. Eh bien, ces gens-là, il faut qu'ils se mettent à produire de nouvelles machines. Et donc, ça veut dire qu'il y a moins de gens pour produire des biens de consommation. Donc, en fait, quand on a un PIB, un produit intérieur brut, une activité économique qui est donnée, avec, même si on n'est pas en plein emploi aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont employés, et ceux qui ne sont pas employés ne sont pas toujours prêts à travailler, pour plein de raisons, parce que parfois ils n'ont pas les compétences. Eh bien, on se retrouve à devoir basculer des gens qui produisent des biens de consommation pour les ménages à des gens qui vont produire des biens d'investissement pour les ménages éventuellement et aussi pour les entreprises. Et c'est ça le coût réel. Le coût de l'investissement, c'est le fait qu'on a moins de biens de consommation qui sont produits et plus de biens d'investissement qui sont produits. Et ce coût-là, eh bien, il peut se traduire soit par une hausse des prix des biens de consommation, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 2023, et donc une baisse du pouvoir d'achat des ménages, soit par, donc ça peut être de l'inflation, ça peut être une baisse des salaires réels, ça peut être une hausse de la fiscalité, puisque beaucoup de biens d'investissement vont devoir être financés. C'est la prime, là aussi la prime à l'achat de voitures électriques, etc., la prime à la reconversion des industries. Et donc, ça veut dire augmenter les impôts. Et en fait, quel que soit le mécanisme qu'on peut trouver, eh bien, il y a toujours une baisse du pouvoir d'achat des ménages et pour financer, donc une baisse de la consommation des ménages pour financer l'investissement, le surcroît d'investissement de l'entreprise. Alors, bien sûr, tout ça, c'est dans la période de transition, mais c'est justement ça qui coûte cher, en fait. Voilà. Et en fait, on peut créer toute la monnaie qu'on veut, ça ne changera pas les données du problème de base. C'est ça que j'ai essayé de montrer dans ce chapitre. Oui, alors, pour en rester sur ce point, à ce point, vous avez un exemple très frappant, c'est celui de l'Espagne au XVIe siècle, qui a Oui. importé massivement de l'or en se disant, bah, à partir du moment où on a de l'or et de l'argent qui viennent d'Amérique, etc., on va être riche et ça va être formidable. Et en fait, ça a été la cause de leur déclin. Pourquoi? Eh bien, simplement, alors à l'époque, on avait une théorie qui disait la richesse, c'est l'or. Ce qu'on appelle la théorie bullioniste. Et c'est vrai que quand les Espagnols ont commencé à conquérir le Nouveau Monde, ils ont trouvé de l'or, ils ont trouvé de l'argent aussi, hein, beaucoup d'argent, faut pas oublier. Et ils se sont dit, ben, on va ramener cet or et cet argent dans notre territoire, et puis du coup, ben, on aura plus d'argent pour acheter des armées, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, et c'est assez classique en économie, c'est que cet or et cet argent ont commencé à faire monter les prix en Espagne. Et l'Espagne a vu simplement pourquoi les prix ont monté, bah, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont eu tout d'un coup beaucoup de pouvoir d'achat, donc ils sont mis à acheter, mais il n'y avait pas assez de production réelle pour fournir cette demande. L'offre étant contrainte et la demande étant élevée, eh bien, ça fait monter les prix, c'est un mécanisme naturel. Et du coup, il s'est passé deux choses. D'abord, bien sûr, l'argent n'a plus pu acheter ce qui est censé acheter, puisque les prix ont par exemple doublé, donc du coup, deux fois moins d'argent. Et d'autre part, les prix en Espagne sont devenus plus chers que les prix d'autres parties d'Europe. Donc les Espagnols ont commencé à vouloir se fournir à l'étranger, en France, en Italie, aux Provinces-Unies à l'époque, c'est-à-dire aux Pays-Bas. Et donc c'est eux qui ont vu leur industrie être relancée et l'industrie espagnole s'est effondrée. Et on sait depuis cette époque, hein, c'est-à-dire depuis le XVIIe siècle, hein, 16e même, au tout début au 16e, on avait Jean Baudin qui avait déjà décrit les conséquences de l'arrivée d'or en Espagne comme étant un mécanisme inflationniste. Et on sait que ça n'a pas du tout permis à l'Espagne de se développer et ça a entraîné en réalité un sous-développement et une désindustrialisation de l'Espagne. Alors, je pense pas du tout que les mécanismes tels qu'ils sont proposés vont arriver à ça, parce qu'en en fait, il ne s'agit pas d'un apport extérieur, il s'agit de créer de la monnaie en interne, mais ça relève de la même illusion, c'est-à-dire qu'en créant de la monnaie, on va rendre les gens plus riches. En fait, non, c'est pas ça qui crée la richesse. La richesse, c'est l'activité économique qui la crée, c'est pas la monnaie. Alors, on va en venir à un autre point que vous analysez très longuement, très précisément dans votre livre, c'est les phénomènes de mise en échec des solutions
ont été adoptés depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, et le sentiment ou le constat plutôt d'une impuissance qui se répand dans toute l'Union européenne. Alors, vous parlez de la faillite du marché de l'électricité, on en a déjà parlé sur notre chaîne. Vous parlez de l'échec de la politique de l'offre, dont Mm. Emmanuel Macron continue que Emmanuel Macron continue de promouvoir. Donc, il y a une situation d'échec qui a l'air de se développer d'autant plus que les États-Unis, les Chinois sont à l'offensive en matière d'intelligence artificielle notamment, et que on s'aperçoit que l'Union européenne, qui avait promis monts et merveilles au moment de la conférence de Lisbonne, se retrouve très en deçà dans le développement des nouvelles technologies. Et s'ajoute enfin un dernier point sur lequel, dont on parle très peu, mais que vous expliquez très bien, c'est la baisse de la productivité du travail qui vient Mhm. s'ajouter à des facteurs structurels d'échec. Il y a aussi ce phénomène plus intime que de la baisse de la productivité du travail. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement évoquer ces différents facteurs de mise en échec des projets néolibéraux et d'impuissance générale qui se dégage en fait en ce moment de tout ce que nous tentons de faire? Mm. Et en fait, on pourrait décliner l'échec de deux manières, un peu comme vous l'avez fait. D'abord, un échec européen, quel contexte dans lequel la France évolue, puis ensuite un échec français. Et ces deux se nourrissent en fait. Donc déjà, l'échec européen, il a été assez clairement admis par le rapport de Mario Draghi. Alors, quand j'ai écrit le bouquin, voilà, je n'avais pas connaissance de ce rapport qui est arrivé en septembre, alors que le bouquin est sorti en octobre, donc il était terminé au mois de juillet. Euh, et, euh, et en fait, cet échec européen, bah, il est le résultant de l'échec du projet néolibéral, c'est-à-dire du projet qui vise à supprimer les politiques industrielles et les remplacer par des politiques de la concurrence, à organiser le grand marché européen en pensant que ça allait produire l'harmonie. Alors, il y a tout un chapitre dans le livre où je montre que l'extrême droite, qui aujourd'hui gagne les élections dans quasiment tous les pays européens, enfin, je veux dire, il y a deux pays dans lesquels l'extrême droite n'a pas gagné les élections, c'est l'Espagne euh, et, euh, et la Pologne, où le PiS Mais dans les deux cas, on a eu quand même une poussée de l'extrême droite et en Pologne, on n'a pas eu une poussée du PiS parce qu'il était déjà au pouvoir, du parti droit et justice, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle exactement en polonais. Mais euh, il reste le premier parti de Pologne. Alors qu'en fait, il a perdu l'élection parce qu'il a eu en face une coalition de centre-droit. Il faut dire ce qui est, une coalition en réalité néolibérale. Donald Tusk, c'est pas du tout un homme de gauche. Et donc, il a fallu que tous les partis quasiment se coalisent pour réussir à gagner l'élection, tout en laissant le parti d'extrême droite, finalement, le premier parti de Pologne. Euh, Bref, tout ça pour dire que cette poussée d'extrême droite, pour moi, elle est la conséquence d'un échec profond de l'Union européenne, c'est-à-dire l'idée que, en mettant les mêmes règles partout, eh bien, on allait produire davantage d'efficacité, davantage de cohérence politique, davantage de convergence même. Et c'est exactement l'inverse qui se passe. Alors, là, je ne vais pas revenir sur toutes les analyses qu'on a eues avec Aurélie Delhomme sur l'explosion comment dire, qu'on voyait. C'était même pas un pronostic, c'était un constat l'explosion, conséquence de l'Europe, je veux dire, conséquence du fait qu'il n'y avait pas de convergence entre les sociétés et entre les économies. Il y avait la division du travail au sein de l'Europe, c'est-à-dire des pays qui se spécialisaient dans le tourisme et les sociétés de services, des pays qui se spécialisaient comme la Pologne dans la production de biens manufacturés de basse valeur ajoutée, des pays qui se spécialisaient éventuellement dans la finance ou dans l'industrie à haute valeur ajoutée comme l'Allemagne ou l'Autriche. Et donc, cette réorganisation du système productif européen, eh bien, elle produit en fait des effets pervers extrêmement forts au sein de toutes les sociétés. Et toutes les sociétés sont perdantes, en fait. C'est ça le paradoxe. C'est qu'au lieu de faire du gagnant-gagnant, on fait du perdant-perdant. J'en veux pour preuve l'Allemagne, qui va pas bien du tout aujourd'hui. Alors, elle s'est spécialisée dans l'industrie de haute valeur ajoutée,
Elle a eu des millions d'immigrants, vraiment des millions, 3 millions d'immigrants en quelques années, du fait d'avoir fait venir, avoir eu besoin de main-d'œuvre importante pour son industrie manufacturière. Mais cette industrie manufacturière était fondée sur le gaz. Et quand le flux du gaz s'est arrêté, ben, tout le système s'est effondré. C'était aussi une économie qui était fondée sur les exportations. Et quand les Chinois et les Américains ont commencé à vouloir mener des politiques plus protectionnistes, eh bien, son système productif s'est lui aussi effondré. Et disons qu'il y a deux effondrements, hein, liés aux politiques commerciales et liés au prix du gaz. Et donc, en fait, et en plus, elle se retrouve maintenant avec l'extrême droite qui monte parce que tous ces nouveaux travailleurs qu'on a recrutés à l'étranger, eh bien, ils posent des problèmes sociaux à l'Allemagne qui ne parvient pas à les intégrer, qui ne parvient pas à leur donner des logements, parce que là aussi, le logement, ben, il n'arrive pas à suivre la hausse de la population. Euh, Même chose en Pologne. Ils gagnent des industries manufacturières, mais du coup, la Pologne se prolétarise. C'est-à-dire que il n'y a pas de boulot pour les ingénieurs ou pour les chercheurs en Pologne. Les universitaires sont extrêmement mal payés. J'ai des collègues universitaires polonais, ils sont très malheureux. Et qu'est-ce qu'il y a? Des ouvriers. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir des Ukrainiens, déjà avant la guerre en Ukraine, en Pologne, pour travailler dans les champs, pour travailler dans les usines. Et donc, cette prolétarisation de tout un pays, bah, c'est évidemment catastrophique pour le pays lui-même. Puisque toutes ces élites, tous les gens qui ont un niveau d'ingénieur ou de chercheur, ils sont obligés de s'expatrier pour avoir des salaires décents. Et puis, bien sûr, les pays qui n'ont pas d'industrie, parce que ils sont pas spécialisés dans l'industrie, ils sont spécialisés dans le tourisme ou dans les services, comme la France, eh bien, se retrouvent à se désindustrialiser et ça nous rend aussi tous très malheureux. Donc, le système européen, en fait, il ne parvient pas alors, il organise spontanément la division européenne du travail en spécialisant des régions, mais tout ça ne crée pas une société en fait humaine, humainement viable. Une société viable, c'est une société où quand on veut trouver, enfin en fait, c'est une société dans laquelle on peut trouver le boulot qu'on veut faire dans son propre pays. On n'a pas besoin de quitter son pays ou quitter sa région pour trouver du boulot qui nous plaît. On peut évidemment quitter sa région, hein. Je veux dire, moi, j'ai quitté ma région pour trouver un poste à l'université. Mais ce qui se passe, c'est que la réorganisation européenne du système productif européen pousse des spécialisations entre pays et du coup fait que si vous voulez travailler en tant qu'ingénieur dans la chimie ou dans l'industrie automobile, il faut partir en Allemagne. Voilà. Donc vous pouvez pas le faire dans votre propre langue, dans votre propre pays. Et ça rend les gens malheureux. Et donc une société heureuse, c'est une société qui a une économie diversifiée, qui donne à chacun le boulot qu'elle cherche, que la personne cherche. Et ça, c'est incompatible avec la division européenne du travail. Et donc, cette mécanique-là, elle crée des tensions sociales et des tensions politiques extrêmement fortes. Parce qu'en fait, évidemment, chaque pays veut garder, la France veut garder son industrie. Les, la Pologne voudrait avoir une industrie à haute valeur ajoutée. L'Allemagne doit aussi trouver des emplois dans d'autres secteurs hein, que l'industrie manufacturière. Et puis, quand elle est victime d'une crise exogène et que toute son industrie d'automobile s'effondre, eh bien, elle se trouve bien embêtée parce qu'elle n'a pas d'économie suffisamment diversifiée, elle non plus. Voilà, donc c'était un peu le. Alors là, je vous fais un peu les trois chapitres en même temps, mais c'est ça le fond de crise dans laquelle il y a aussi une crise française. Et la crise française, elle est laquelle? Eh bien, elle est. Alors, je parle notamment de la réforme des retraites de Macron. Cette réforme qui a créé un drame politique, hein, je veux dire, il y a eu des manifestations très importantes, il y a eu là aussi un 49-3, c'était la deuxième réforme des retraites que voulait faire Macron, euh, qu'il avait abandonné, souvenez-vous, la première, parce qu'il y a eu le confinement, c'était en 2020, hein, il y a eu, on oublie toujours, mais il a voulu pousser le 49-3 une semaine avant le confinement, hein, il avait fait un conseil de défense, et le résultat du conseil de défense, pour des raisons sanitaires, c'était on va faire le 49-3 pour aller vite vers la réforme de retraite, et puis une semaine plus tard, on confinait tout, et donc la réforme des retraites a été abandonnée. Bref, il n'a pas voulu rester sur cet échec, il en a refait une. Et en fait, faut comprendre pourquoi est-ce que Macron voulait absolument faire cette réforme de retraite. Eh bien, il voulait la faire parce que il se retrouve dans une impasse dans sa politique de l'offre. La politique de l'offre de Macron, c'est simple, c'est une politique où l'État continue de ne pas intervenir dans l'économie directement, mais il cherche à donner aux entreprises les moyens de mener leur propre politique. Et cette façon de faire, en fait, ça signifie une chose simple, c'est qu'on va baisser la fiscalité des entreprises. Alors, il a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, il a baissé les cotisations sociales, il a transformé le CICE de Hollande en baisse permanente de cotisations sociales.
il a baissé les impôts de production, il a baissé l'impôt sur les sociétés. Euh, euh, il a supprimé aussi pour les ménages la taxe d'habitation. Mais l'essentiel de l'effort a quand même été consacré à la baisse de la fiscalité des entreprises. Alors, le calcul derrière, c'est de dire si la fiscalité des entreprises baisse, le taux de profit des entreprises va augmenter. Et donc, la France va devenir plus attractive vis-à-vis des autres pays européens. Je veux dire, le calcul est exact. En réalité, quand on a une économie fondée sur une libre circulation du capital, c'est-à-dire que l'épargne peut aller s'investir où elle veut, eh bien, l'épargne va se transformer en investissement productif là où les taux de profit seront les plus élevés. Et la France est en lutte avec les autres pays autour, hein, pour gagner ces investissements. Faut pas se leurrer, hein. Macron, il ne pense qu'à ça depuis le début. Il a organisé un forum qui s'appelle Choose Front, hein, choisissez la France, pour dire aux entrepreneurs du monde entier, venez chez nous, les taux de profit sont élevés. Il vient de faire la même chose avec l'IA, pour dire aux investisseurs de l'IA, venez en France, les taux de profit sont élevés. Et donc, tout ça, le pilier central, et j'ai envie de dire même le seul pilier, hein, c'est un pilier unique de la politique de Macron, de la politique de l'offre, c'est la baisse de la fiscalité des entreprises. Et le souci, c'est que cette baisse de la fiscalité des entreprises, eh bien, elle se heurte aux besoins de financement de l'économie. Parce qu'on ne peut pas non plus investir dans un pays où les infrastructures publiques se dégradent, où le système éducatif est en faillite, où la police n'arrive plus à gérer comment dire, les problèmes d'insécurité. Donc il faut de l'argent public, y compris pour accueillir les entreprises. Et la question, c'est comment fait-on? Eh bien, la réforme de retraite, c'était une manière de se regagner des marges de manœuvre. Parce qu'en fait, les dépenses de retraite, c'est la majorité des dépenses sociales, je l'ai dit tout à l'heure, et les dépenses sociales, c'est la majorité des dépenses publiques. Donc, c'est un énorme gâteau, entre guillemets, c'est quasiment 15% du PIB, la dépense de retraite. Et donc, si on gratte quelques pourcentage du PIB, bon, tout d'un coup, on arrive à récupérer des dizaines de milliards d'euros d'argent public qu'on peut redéployer dans des politiques d'investissement. Voilà. Et donc, c'est ça l'enjeu de la réforme de retraite. Sauf que bah, les gens, ils n'ont pas envie de se laisser spolier, en fait. Et bizarrement, c'est plus facile de baisser le financement des universités françaises. Là, on vient de subir une perte de 1,5 milliard pour le budget 2025 que de baisser les pensions de retraite. Donc, la réforme de retraite, c'était une manière d'organiser la baisse des dépenses de retraite pour permettre de continuer de financer cette politique de l'offre. Voilà. Mais en réalité, il a dû faire tellement de concessions qu'il a quasiment rien gagné. Et le paradoxe de cette réforme des retraites, qui est très impopulaire, en fait, n'a coûté très cher parce qu'on a augmenté les petites retraites, on a allégé un certain nombre de mesures, on a cherché à négocier. Il y a eu beaucoup de négociations, hein, avec Elizabeth Borne, etc. Et à la fin, on gagne, mais on gagne pas tant que ça. Et donc, voilà, donc cet échec de la politique des réformes des retraites, finalement, elle est symptôme d'un Macron impuissant, hein, qui a tout misé sur une seule politique, la baisse de la fiscalité des entreprises, qui, malgré ça, ne voit pas la France se réindustrialiser, parce que c'est ça le fond du problème, c'est que malgré tout, les usines ont continué de fermer. Il n'y a pas eu de réindustrialisation depuis 7 ou 8 ans, là, depuis 2017. Et même la politique de l'offre, elle a été engagée sous Hollande, dont je rappelle que Macron était le conseiller économique. Hein, le CICE, c'est en grande partie Macron qui l'a conçu lui-même, hein, avec Hollande. Donc ça fait depuis 2012, depuis 12 ans, depuis 13 ans même, quasiment, qu'on mène cette politique et les résultats en termes de réindustrialisation sont quasiment nuls. Voilà. Et donc ça décrit l'échec. L'échec de quoi? De vouloir faire de la politique économique uniquement par le biais de la fiscalité, parce que c'est le seul instrument qu'on maîtrise dans un monde néolibéral, alors même que tous les autres pays autour font la même politique. Parce que le souci de ces politiques de l'offre, c'est qu'elles s'annulent les unes les autres. C'est-à-dire que si moi je baisse la fiscalité des entreprises en France et que l'Allemagne baisse aussi la fiscalité des entreprises en Allemagne et que l'Italie fait pareil, eh bien à la fin, les profits des sociétés ont augmenté, partout, bien sûr. Mais on n'a pas été plus attractif que les autres. Et cette course à l'échalote, à celui qui va augmenter les profits les plus importants pour attirer les investissements, eh bien, elle mène simplement à réorganiser la redistribution des richesses en augmentant les revenus des profits, donc les revenus de capital, et puis en baissant les revenus du travail. Et ça rend aussi les gens très malheureux. Donc non seulement ils payent une fois parce qu'ils ont des réformes très dures, des services publics qui se dégradent, une réforme des retraites, etc. Donc ça, c'est la première chose qui fait que les gens
perdent avec cette politique de l'offre. Mais la deuxième chose, c'est qu'en plus, les inégalités s'accroissent, le revenu du capital augmente, les dividendes explosent, mais les revenus du salaire, eux, ils n'augmentent pas. Alors pourquoi, et ce sera ma dernière question, pourquoi cette baisse de la productivité du travail? Vous Alors parlez voilà. d'un mystère. Oui. Et ben parce que c'est un peu un mystère. En réalité, on ne sait pas trop, et je ne sais pas trop pourquoi la productivité du travail a baissé. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats qui ont eu lieu après le confinement enfin l'épisode Covid de 2020. Il y a eu une reprise économique très rapide, et cette reprise économique, euh, en fait, a très vite plafonné. C'est-à-dire qu'on a retrouvé le niveau d'avant 2019, d'avant la crise sanitaire, parce qu'on a sauvé l'appareil productif. Et pour le coup, il faut dire que les politiques de sauvegarde de l'appareil productif ont été efficaces. Tous les pays développés ont multiplié les aides, hein, c'est le quoi qu'il en coûte pour les entreprises, financées par la Banque centrale européenne. Donc là, il y a eu une création monétaire qui a permis effectivement d'éviter l'effondrement des investissements. Mais bref, c'est une politique que ponctuelle, hein, qui était là pour résoudre un problème ponctuel. Euh, et, euh, et après, ce qui s'est passé après avoir repris l'activité de 2019, eh bien, on a eu une très forte croissance de l'emploi en France et une stagnation du PIB. Il faut comprendre ce que ça signifie, hein. C'est-à-dire que si on crée 100 000 emplois, mais que le PIB, il n'augmente pas, eh bien, ça veut dire qu'on a créé 100 000 emplois qui n'ont rien produit du tout. Et donc, ça veut dire que la productivité du travail moyenne a baissé. Et alors, c'est marrant parce qu'au début, on se dit c'est une bonne nouvelle, ça, parce que du coup, on crée plein d'emplois, et c'est ce que Macron a pu voir, créer plein d'emplois euh, euh, avec un taux de croissance très faible, et du coup, bah, on baisse le chômage. Sauf que, évidemment, ça n'est pas une bonne nouvelle structurelle, parce que ces emplois qui ne produisent pas de richesse, bah, en fait, ça veut dire aussi que euh, dès que les entreprises vont commencer à avoir des gains de productivité, elles vont licencier ces gens-là, ou alors les entreprises vont faire faillite. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui maintenant, c'est comment dire, c'est un retour de la productivité du travail. C'est-à-dire qu'il y a eu une période de 2 ans, 3 ans où la productivité du travail a baissé. Euh, et maintenant, elle reprend, elle repart. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit euh, l'effondrement de l'emploi. C'est-à-dire qu'on se remet à licencier dans tout, hein, les entreprises. Et c'est comme ça qu'on récupère la productivité du travail. Alors la question est, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Alors il y a deux explications possibles. D'abord, une explication transitoire. Les entreprises, et c'est vrai, les entreprises ont surrecruté parce qu'elles ont été traumatisées par les dysfonctionnements des chaînes logistiques, le fait qu'elles n'arrivaient plus à recruter des gens au moment où il y avait eu la crise Covid. Ça a tellement déstabilisé l'économie que les entreprises ont commencé à faire des stocks. Elles ont fait des stocks de matières premières, de semi-conducteurs, voilà, de tout un ensemble de choses qu'on ne pouvait plus pendant la période Covid, enfin pendant la période de reprise après la période Covid. Et elles ont également stocké des hommes, des salariés, parce que ça aussi, ça a posé problème au moment du déconfinement. On n'arrivait plus à embaucher des gens. Et donc ça, c'est la première explication. Euh, je pense qu'elle est assez convaincante. Elle explique assez bien le caractère transitoire de la baisse de la productivité du travail qui, de fait, a lieu, puisque maintenant, la productivité du travail re-augmente. Mais il y a un autre phénomène que j'ai voulu, dont j'ai voulu parler dans ce chapitre. Alors, j'en ai pas très bien parlé et c'est un peu plus une forme d'introduction à un concept bien plus large. C'est peut-être que vous avez entendu parler, enfin sans doute que vous connaissez le concept des bullshit jobs de David Graeber. C'est-à-dire que dans le système capitaliste contemporain, il y a aussi tout un ensemble d'emplois inutiles qui sont financés aussi bien par les entreprises, notamment les grandes entreprises privées, que par l'administration. Et cette bullshitisation du travail, le fait d'avoir des gens qui ne servent à rien à part à contrôler les uns les autres, eh bien, il illustre un dysfonctionnement du management contemporain, alors que j'ai appelé management néolibéral, mais il y aurait quand même des choses à dire sur ce terme, parce qu'en fait, le néolibéralisme, je ne l'ai pas défini comme ça, et donc voilà, donc là, je suis en train de sortir de ma définition, mais parce qu'en fait, c'est bien, il arrive au même moment que le néolibéralisme, donc c'est pour ça qu'on peut le caractériser comme une composante, on va dire, plus générale du néolibéralisme, mais c'est pas directement issu de la doctrine. En fait, ce management, eh bien, il pousse les entrepreneurs à chercher des gains de productivité. Donc, a priori, on cherche des gains de productivité, mais pour ça,
on va éliminer les gaspillages et on va avoir des gens qui vont superviser le travail des autres. Et en fait, le problème, c'est qu'on multiplie les strates, les couches de supervision. On demande aux salariés, en plus de leur travail, de rendre des comptes à leurs superviseurs, de faire des reporting, hein, ce qu'on appelle maintenant dans le langage managérial, auprès de leurs superviseurs, de justifier toutes les dépenses qu'ils vont faire. Et tout ça crée en fait une strate de de travailleurs improductifs qui va d'ailleurs arriver à empêcher même les productifs de travailler. Et on le voit parfaitement à l'université, hein, la bullshitisation de l'université, malheureusement, je la vis, où on a de plus en plus de chargés de mission, de personnes qui vont vérifier que tout un ensemble de fonctions, euh, enfin, comment dire, de choses annexes. Alors, parfois, ils peuvent être avec des bonnes intentions, les questions écologiques, les questions d'inclusion, vérifier que nos, comment dire, nos programmes d'enseignement sont bien aux normes de ceci ou de cela, qui va vérifier si on justifie bien dans la recherche, par exemple, des fonds qu'on nous a alloués pour nos projets de recherche. Il va falloir qu'on justifie chaque dépense. Il va falloir qu'on demande, parce qu'on va être tous en concurrence les uns les autres pour produire des projets de recherche. Et puis, on a un qui va être sélectionné, qui va avoir l'argent, puis les autres, ils ont écrit des projets de recherche pour rien. Mais en fait, cette logique-là qui pousse, au nom de la compétitivité, à demander à chacun de justifier tout ce qu'il fait et d'organiser des systèmes de concurrence entre projets, eh bien, en fait, ça diminue globalement la productivité du travail. C'est-à-dire qu'on va travailler plus de temps à remplir des paperasses et donc moins de temps à faire de la recherche et moins de temps à enseigner. Et en fait, ça, moi, je le vois à l'université, mais en fait, on va le voir dans l'entreprise privée également et parfois pour des injonctions qui sont liées aussi à la réglementation européenne. Par exemple, on demande aux entreprises aujourd'hui d'avoir un bilan carbone, de justifier leur, comment dire, leur activité du point de vue écologique. Alors, encore une fois, ça part d'une bonne intention, parce que je pense que oui, les entreprises, il faut qu'elles soient aussi écologiquement responsables, mais ça veut dire qu'il faut recruter des gens qui vont faire une comptabilité carbone, qui vont demander à ceux qui travaillent des estimations de leurs émissions lorsqu'ils font quelque chose, et tout ça, bah, ça va être pris sur le temps de travail effectif. Voilà. Et donc, il faut qu'on recrute des gens pour produire des choses qui ne sont pas directement ressenties par le consommateur, mais qui sont exigées de la part de l'administration, de la tutelle, quand on est une université, etc. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a une partie de la baisse de la productivité du travail qui est liée à ça. Et voilà. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que les gens qui font ça sont en fait très malheureux. À la fois ceux moi, je pensais aux enseignants dans le secondaire ou dans le primaire, hein, qui doivent passer beaucoup, beaucoup de temps à faire autre chose qu'enseigner. Les chercheurs, nous, c'est pareil, on doit passer beaucoup de temps à faire autre chose que la recherche, demander de l'argent, voilà, rendre compte à des parents d'élèves, quand on est des profs de lycée, rendre compte à l'administration qu'on a bien organisé telle ou telle chose. Tout ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai aussi dans le privé. Hein. Les exemples sont du public parce que je connais mieux, peut-être mieux ce secteur, mais c'est vrai aussi dans les grandes entreprises privées. Voilà. Donc c'est aussi un peu cela qui explique aussi le désarroi des gens, en fait, des gens au travail. Merci beaucoup, David. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne vois pas Ah, qui est moi j'en ai connecté. une, Oui, je je viens de t'en te dire en fait. prie. Oui. Euh, alors, surprend le début, enfin le titre du livre, est-ce que spécifiquement du coup sur la gauche, est-ce que la gauche n'a-t-elle pas embrassé tout simplement le sociétal à défaut de l'économique, Mm. aussi par fainéantise? Et on peut le prendre, et je prends un exemple criant, c'est la question de la dette. Voit avec les différents budgets, hein, ça fait quand même, si, ça fait un an qu'on baigne là-dedans. Effectivement, la dette, l'emprunt, les taux d'emprunt de la dette sont devenus le premier pôle de dépenses de l'État. Et en fait, autant, bon, la droite, on sort toujours la même rengaine de, effectivement, on coupe dans les services publics, comme ça, on va retrouver des marges de manœuvre pour pouvoir rembourser la dette. La gauche ne même plus avoir de narratif, comme si l'économie et les moyens Mm. d'arriver aux fins pour payer la dette n'existaient plus. Est-ce que c'est pas juste de la fainéantise, tout simplement intellectuelle? Peut-être. Alors, je suis persuadé qu'il y a un manque de travail intellectuel à gauche. Hein. Clairement, on, on est dans un moment où la gauche semble plus avoir de projet. Alors, la raison, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur le côté bon un peu défaitiste, quoi. C'est-à-dire, de toute façon, on n'y arrivera pas.
Euh, voilà. Donc, je pense qu'il y a ça. Alors, sur la question de la dette au sens strict, euh, en fait, ce qu'il faudrait avoir comme discours, c'est des nouveaux systèmes de financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème de la dette, c'est qu'on doit payer peut-être des taux d'intérêt plus élevés. On est toujours soumis à ces taux d'intérêt plus élevés. Et pourquoi on est soumis? Parce on l'a bien voulu. Parce qu'on a supprimé les modes de financement hors marché. Or, à une époque, la France pouvait se financer en dehors du marché financier. Mais les règles européennes imposent à la France de... Voilà, donc on revient toujours sur, bah oui, mais si on veut changer les mécanismes de financement de l'État, eh bien, il faut rompre avec les traités européens, et ça, malheureusement, la gauche elle a un peu de mal. Mais je prends aussi votre question sur un autre angle. Euh, Fainéantise, c'est aussi parce qu'il y a un côté effort sur, enfin résultat sur effort qui est très élevé lorsqu'on aborde des sujets sociétaux ou lorsqu'on aborde des sujets identitaires, qui sont parmi les sujets sociétaux sans doute ceux qui créent les plus de polémiques. Bon, lorsque Mélenchon parle de Gaza tout le temps pendant la campagne européenne, c'est parce que derrière, ça suscite des votes. Donc c'est très efficace. Les gens comprennent tout de suite de ce dont il s'agit. Et j'en parle un peu dans le chapitre sur le populisme de gauche. Il y a bien derrière cette stratégie un côté, bah, on gagne beaucoup pour pas grand-chose. Il suffit qu'on prenne Rima Hassan, hop, on la fait parler, et puis tout d'un coup, on va voir toutes les banlieues qui vont voter pour moi. C'est très caricatural ce que je dis, mais en fait, je pense qu'il y a une part de vérité derrière, quoi. De la même façon, on va prendre des sujets qui parlent aux gens. Par exemple, là, le débat, alors c'est pas un débat très clivant, mais la question comment dire, l'euthanasie ou la loi sur la fin de vie qui est proposée, voilà, c'est un sujet sociétal qui permet de faire des débats, qui permet d'éviter de trop cliver. Il y a bien sûr des débats derrière, mais ça permet aussi finalement de se montrer comme un politique responsable sans trop se mouiller en quelque sorte. Et il y a plein de débats comme ça. L'immigration à droite, ça va être pareil. On va Hmm. parler toujours d'immigration parce que bah, on est sûr que ça parle à l'électorat et que ça ne demandera pas trop d'efforts. Donc on va à chaque fois faire plein de lois sur l'immigration. Alors, du coup, ça s'en laisse pas simplement à gauche, cette fainéantise. Je pense qu'elle est généralisée. Et encore une fois, autour d'une politique unique. La seule politique économique, c'est la baisse de la fiscalité des entreprises, voilà, la politique de l'offre. Une politique de l'offre fondée vraiment sur uniquement cette idée-là, hein, baisser les impôts, voire subventionner les entreprises. Et en fait, finalement, on arrive à quoi? On arrive à un politique assez impuissant. Parce que le problème de ces sujets sociétaux, c'est qu'ils ne sont jamais résolus. D'abord, les questions identitaires, par définition, ne peuvent pas être résolues. Parce que on va pas changer l'identité des gens. Voilà, on va pas supprimer l'immigration, on va pas supprimer surtout les 10% d'émigrés qui vivent en France, on ne peut pas. Je veux dire, Trump, il a dit qu'il voulait déporter, alors déportation en anglais, ça veut dire expulser, mais en réalité, il y avait millions de gens, donc je pense que c'est vraiment des déportations qu'il veut faire, mais il ne veut pas le faire. Parce qu'en fait, c'est pas possible, pour plein de raisons économiques, sociaux, physiques. Si vous vouliez faire des expulsions en masse de millions d'immigrés, bah, faut créer des camps de concentration. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Parce que la gestion de logistique de ces expulsions nécessiterait ce genre de choses. Donc c'est des choses alors, vous allez me dire, peut-être qu'il va le faire vraiment. Dans ce cas-là, pardon, je ris, mais c'est pas du tout drôle. Mais en fait, bon, on peut pas croire que, par exemple, la droite en France le fasse vraiment, euh, etc. Et les questions sur Gaza, voilà, c'est absolument génial parce que le conflit israélo-palestinien, il dure depuis 100 ans, il va pas se terminer, quoi qu'il arrive. Et donc, on pourra comme ça attirer des voix à peu de coups, puisque finalement, on est responsable de rien et on ne peut rien faire, on ne peut agir sur rien. Donc, c'est super comme système. Donc, effectivement, je suis d'accord, il y a une forme de fainéantise à prendre des sujets clivants ou non clivants, en fonction de si on veut se consensualiser ou au contraire s'adresser à un électorat particulier, et sur lesquels, de toute façon, on ne peut rien ou pas grand-chose. Voilà, et qui ne vont pas changer le monde. La loi sur la fin de vie, c'est très bien, mais ça ne changera pas les problèmes sociaux, en fait. Peut-être ça résoudra des problèmes individuels, mais ça n'aura pas d'effet réel sur l'histoire et la structure de la société. Alors, on a des politiques, en fait, qui sont contents d'être sortis de l'histoire, j'ai l'impression. Ils s'en fichent, ils veulent plus agir sur le monde, ils veulent juste répondre à un électorat. Oui, David, j'hésite à poser cette question parce qu'elle ouvre sur un gigantesque débat, mais
pendant que justement on constate son impuissance quand on est responsable politique, le monde bouge très violemment. En fait, il y a des livres qui paraissent sur la mutation du capitalisme, qui Tout à fait. sortirait complètement du néolibéralisme pour affirmer très nettement Mm. son caractère prédateur. Il y Mm. a l'Union européenne qui est prise entre deux feux, entre deux protectionnismes, celui des Chinois et celui très offensif en ce moment des États-Unis. Et est-ce qu'on peut rester, sans parler de toutes les questions de défense nationale, etc., etc., est-ce qu'on peut rester dans cet état d'impuissance et de sidération quand l'histoire continue tout autour de nous? Et alors, C'est qu'est-ce qui... Voilà, c'est une grande question. Mais alors, je ne vais pas répondre à cette question. Enfin, je veux dire, je ne vais pas solutionner non, ça, malheureusement, oui. mais la réponse, en fait, elle va de soi. C'est-à-dire que quelque part, on ne peut pas décemment rester impuissant alors que tout bouge autour de nous. Et je suis d'accord avec le constat que vous faites. D'ailleurs, je l'ai fait en partie à la fin de Déclin et chute du néolibéralisme. Le conclusion s'intéresse justement à ce capitalisme féodal, ce capitalisme violent, qui pour moi s'ouvre. C'est-à-dire qu'avant l'élection de Trump, hein, et je suis pas le seul à en avoir parlé, c'est-à-dire qu'on est plusieurs intellectuels à voir euh, l'effondrement du système d'état de droit, en fait, néolibéral. Quand je parlais de l'effondrement néolibéral, les gens disaient que j'étais optimiste. Moi, je cessais de leur dire non, non, je suis pessimiste, parce qu'il peut y avoir bien pire que le néolibéralisme. Il peut y avoir des rapports de force en dehors de toute règle qui peut ressurgir et qui peut mettre en danger la démocratie. Euh, du coup, il faudrait non pas sauver le néolibéralisme, mais sauver la démocratie, sauver l'état de droit, sauver une certaine conception de la vie sociale et politique, et même des équilibres internationaux. Mais pour ça, bah, il faut sortir du néolibéralisme. Et c'est ça tout le paradoxe. C'est que on peut sortir du néolibéralisme par l'extrême droite, ce que fait Trump, hein, de fait. Hein. Je veux dire, faut pas avoir peur de dire que c'est un dirigeant d'extrême droite. On pourrait sortir du néolibéralisme par la gauche, euh, mais, euh, mais on n'a pas pour l'instant de recette parce que justement la gauche n'a pas de projet. Et en fait, c'est pas uniquement la gauche française qui n'a pas de projet, c'est la gauche mondiale. Hein. C'est-à-dire que tous ces problèmes là sur la décroissance, sur la création monétaire, etc., c'est des sujets qui touchent pas que la France en fait. Euh, donc oui, il faudrait réincarner un volontarisme politique qui peut agir sur le monde, mais malheureusement, je crains que ça ne se fasse pas. C'est-à-dire que peut-on rester impuissant? En fait, la vraie réponse réaliste est oui, malheureusement, on peut rester impuissant. On peut sortir de l'histoire. On peut laisser l'Europe se décomposer ou l'Europe se transformer parce que la poussée de l'extrême droite va forcément avoir des conséquences hein, en Europe. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, on aura les pays européens et la France en premier hein, qui sera dirigée par l'extrême droite. C'est déjà le cas en partie pour l'Italie, pour d'autres pays. Et on pourrait, alors, Trump va faire plein de petits Trump en Europe. Et ça va pas forcément, en fait, créer une alternative au Trumpisme. Oui, il y a François Ruffin qui semble plus lucide au sein de la gauche. Est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact, savoir s'il vous lit, ce qu'il pense? Alors, on se connaît un petit peu, enfin, on s'est croisé un peu. Je sais pas si lui m'a lu, mais je sais que des gens proches de lui m'ont lu. Alors, en tout cas, il connaît un peu mes idées. Et oui, François Ruffin est quelqu'un qui a un discours intéressant, notamment sur la production, sur les ouvriers. Hein, euh, voilà. Donc, Il y avait, je pense que il c'est un des responsables politiques qui sont assez proches de ce que je pense. Alors, il y en a d'autres, hein, je ne suis pas le seul. il avait Côté ça, écrit, oui, pardon. il avait écrit il y a quelques années Mes pulsions protectionnistes. Ah oui, Ça il avait avait aussi choqué. écrit un livre, Faut-il faire sauter Bruxelles? Alors, c'est un Oui, vieux livre, aussi, Oui. oui, hein, oui. 2013, Mhm. Non, mais très critique sur l'Union européenne. Donc, c'est, c'est quelqu'un qui, pour moi, a une pensée assez structurée, hein, de long terme, hein, à la Mhm. fois sur les questions sociales qui sont au cœur de son projet. Clairement, Ruffin, c'est pas un sociétal. C'est surtout quelqu'un qui s'intéresse au social. On le voit très bien dans ses ouvrages. Il s'intéresse à l'économie, il s'intéresse au protectionnisme, il s'intéresse au dysfonctionnement de l'Union européenne. Voilà. Après, bah, c'est un homme politique un peu seul, qui n'a pas la force de frappe
de quelqu'un qui peut avoir un grand parti. Voilà, il y a d'autres politiques hein, qui sont intéressants. Moi, je travaille un peu avec Emmanuel Morel, par exemple, qui est député dans le groupe communiste. J'ai aussi travaillé un peu avec le Parti communiste, qui m'ont invité de temps en temps à proposer mes analyses. Alors, j'ai dit tout à l'heure que le Parti socialiste m'a aussi invité, mais pas des gens qui sont les dirigeants du Parti socialiste. Donc là, j'ai moins d'influence. Euh, alors, j'en profite pour dire qu'il y a quand même le dernier chapitre qui parle de l'agriculture. Je ne vais pas y revenir trop longtemps, mais je veux le dire pour ceux qui veulent lire le livre. J'essaie de montrer comment on peut démarchandiser l'agriculture. Alors, c'est pas un projet qui est terminé, mais je pense que l'agriculture, c'est un système productif absolument essentiel aujourd'hui à une société, à une économie, et il est vraiment victime du libre-échange et de l'indifférence aussi de beaucoup de responsables politiques. Alors, il y a des projets concurrents. Il y a par exemple le projet de la sécurité sociale de l'alimentation qui est porté par la gauche, la France Insoumise, les Verts, etc. Il y a une proposition de loi déposée en ce sens par le groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est un projet qui ne peut pas fonctionner, qui ne, il suppose une hausse très forte des prélèvements obligatoires, hein, donc des cotisations sociales. Et je ne crois pas que il répond vraiment, véritablement aux enjeux, suffisamment aux enjeux de l'agriculture. Bon, moi, je propose de créer une agriculture vivrière qui serait, euh, qui serait autonome, qui aurait pour objectif de nourrir les populations françaises. Voilà, donc je ne vais pas trop développer cette idée, mais on peut démarchandiser, on peut sortir en quelque sorte du néolibéralisme par le haut en proposant d'autres formes de régulation. Mais ça demande vraiment de regarder sur le terrain, de voir concrètement ce qu'on peut faire dans l'agriculture, dans l'industrie. Et puis dans l'industrie, il y a plein de filières différentes, dans le médicament, la pharmacie, les énergies renouvelables, le nucléaire. Voilà, enfin tout un ensemble de choses qu'il faut faire concrètement. Voilà, et je pense que quelqu'un comme Ruffin, pour revenir sur la question, qui pense à la question de la production et des ouvriers, euh, voilà, il sera toujours plus proche de moi que quelqu'un qui ne pensera que redistribution ou combat Oui, ben, identitaire. ça s'appelle la réduction des circuits économiques, non? La réduction, Des circuits euh, économiques, oui, oui, mais non, enfin, les circuits économiques, ils existent, mais il faut effectivement que les circuits économiques soient plus localisés, plutôt la oui, c'est ça, relocalisation. la Voilà, réduction de la taille des circuits économiques. c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire faire en sorte d'éviter des chaînes de valeur, des chaînes de production qui viennent de l'étranger, et qui passent de pays en pays. Voilà, donc ça c'est Et des systèmes qui sont pas soutenables et qui rendent la société extrêmement vulnérable. Voilà, il la faut taille, ouais. qu'on puisse consommer ce qu'on produit, enfin, il faut qu'on puisse maîtriser les filières d'approvisionnement. Alors ça vaut pour l'agriculture, mais ça vaut aussi pour l'industrie. Mhm. Très bien. Merci beaucoup, David. Naturellement, nous vous attendons pour votre prochain livre. Et en attendant, bah, nous vous lirons dans différents journaux et sur différents réseaux sociaux. Notamment, je crois, vous l'avez dit, sur Elucide, vous allez publier une série d'articles. Oui, je publie là c'est en cours, hein, des articles sur la décroissance. Donc ceux qui s'intéressent vraiment à la question de la décroissance peuvent lire les articles que je publie en ce moment sur Elucide. Et sinon, bah, moi aussi, j'ai toujours du plaisir à vous écouter dans les prochaines vidéos qui sortiront, hein, parce que c'est toujours intéressant le fait que vous donniez la parole à des intellectuels et qui ont le temps d'approfondir leurs pensées. Donc merci pour votre invitation.